Amis internautes, bonjour. Le titre de notre émission aujourd'hui, les ouvriers du livre. Et nous allons aborder ce thème avec Madeleine Rebériou. Madeleine Rebériou, une historienne remarquable, spécialiste de Jaurès, mais également militante sur de nombreux fronts, je crois. Nous allons avoir l'occasion d'en parler, et qui a été associée au dictionnaire Métron dès son origine, on pourrait dire, puisque vous êtes une amie de Jean Métron. Et vous êtes aussi aujourd'hui avec nous sur ce plateau parce que vous êtes l'auteur d'un livre, Les ouvriers du livre, dont vous allez parler tout à l'heure avec Claude Pentier. Et ensuite, Amélie Brun, d'ailleurs, nous présentera l'émission Courriel et aura l'occasion de vous poser aussi quelques questions. Le titre du livre, c'était Les ouvriers du livre et leur fédération. Vous faites bien de le compléter. Alors, on a vu au dernier salon du livre que les nouvelles technologies sont en train de bouleverser un peu le monde de l'édition et également le travail des ouvriers du livre. Mais depuis des siècles, depuis l'invention, on pourrait dire, de l'imprimerie, les ouvriers ont toujours su défendre leur métier et également organiser leurs forces. Alors, Claude Pentier, est-ce que les mutations dans l'imprimerie n'ont pas obligé justement les ouvriers du livre à renouveler leur syndicalisme pour toujours le rendre plus efficace? Parce qu'on peut dire que c'est un syndicalisme efficace. C'est un syndicalisme puissant, efficace, qui doit à tout moment s'adapter et qui est confronté aujourd'hui à des choses qui sont à la fois importantes, des fois presque caricaturales. Le e-book, c'est-à-dire l'ouvrage qu'on va consulter, qui pèse 500 grammes, où on aura à la fois toutes les œuvres de Zola et en même temps tous les dossiers techniques. Je crois que ça n'aura pas une part importante du marché, mais c'est un élément de réflexion. Et les gens qui produisent ces textes, ceux qui les mettent en page, sont bien des salariés du livre. Et il faut que les organisations syndicales aujourd'hui trouvent le moyen de les organiser. Et là, forcément, il y a du retard à rattraper. La volonté des syndicats a toujours été d'intervenir sur l'ensemble de la production du livre, quelles que soient les formes de support, et de s'adapter à toutes les modifications de l'imprimerie traditionnelle. Il a fallu s'adapter à la lignotype, il a fallu s'adapter à l'offset, s'adapter à la photocomposition, puis aujourd'hui au tout numérique. Et jusque-là, les syndicats ont su garder une grande partie de leur puissance, leur unité. Et Madeleine Rebériou sera amenée à nous expliquer dans quelles conditions cette unité a pu être conservée. Un esprit professionnel très fort, mais avec des différences Paris-province, des différences entre la presse et le labeur, c'est-à-dire le reste de l'imprimerie, des différences professionnelles assez importantes. En tout cas, il y a des choses qui ont changé dans ce syndicalisme. Il n'y a plus le quasi-monopole masculin, il n'y a plus le monopole de la formation et de l'embauche, qui n'a jamais été d'ailleurs dominant, mais qui est complètement aujourd'hui balayé. Et si la CGT, au travers de la FILPAC, reste dominante, elle dialogue avec les autres syndicats sans contester leur présence dans ce champ du livre. Et mieux, elle jette un regard détaché sur son histoire qui lui permet de coopérer avec des historiens. Et il y a d'ailleurs toute une série de projets dont nous serons amenés à reparler, je l'espère un jour, avec Michel Muller, le secrétaire de la FILPAC, de production d'un CD-ROM sur les militants du livre et du papier. Alors, j'aimerais que vous nous disiez quand même encore deux mots sur Madeleine Rebériou, présenter notre historienne invitée aujourd'hui. Voilà. Madeleine Rebériou s'est intéressée aux ouvriers du livre en universitaire, mais aussi avec un contact chaleureux, intense avec ces ouvriers, exigeants aussi en même temps. Elle a produit, et c'est elle qui va nous l'expliquer, cette initiative de 1980 est une vraie... D'abord, c'est un très beau livre. Alors nous allons voir d'ailleurs à l'écran... Bien illustré, et c'est un livre qui est composé par les ouvriers du livre, fait avec eux et écrit par des historiens. Alors pourquoi avoir choisi cette forme de coopération, Madeleine? J'étais à l'université de Vincennes, qui a été créée en 1969 sur la lancée du mouvement de mai 68, et un des projets de l'université, c'était de s'ouvrir aux étrangers et de s'ouvrir au monde ouvrier. Et il s'est trouvé que sont venus me voir un certain nombre
de compositeurs typographiques, dont plusieurs travaillaient au Monde et d'autres dans d'autres journaux, et qui m'ont dit « Nous enseignons sur l'histoire de notre fédération et nous n'y connaissons rien. Et on voudrait que vous nous aidiez, à vrai dire que tu nous aides, parce qu'on se tutoyait à Vincennes, à comprendre quelque chose à notre fédération. » Je dis « Je connais rien à l'histoire des ouvriers du livre. » Il me dit « Mais tu connais des choses sur le syndicalisme. » J'ai dit « Oui. » Donc on va monter, et on a monté ce qu'on appelle une unité de valeur, et pendant 3 ans, avec une autre collègue d'ailleurs, Marie-Noëlle Thibault, nous avons discuté, nous avons travaillé avec ce groupe d'étudiants ouvriers du livre, et d'autres naturellement, qui venaient parce qu'ils étaient intéressés, mais eux, c'était vraiment une demande de formation. Et j'ai appris d'eux énormément, et ils ont un peu aussi appris avec moi. Finalement, le livre est sorti de ce contact. C'est une manière de faire, en effet, de l'histoire sociale qui n'est pas quantitative, qui ne repose pas sur la lecture exclusive de documents arides, mais qui intègre la lecture de ces documents. Par exemple, lire un congrès syndical, ils ont appris à le faire avec moi, aller voir comment se déroule un procès dans lequel les ouvriers du livre sont partie prenante, je l'ai appris avec eux. Voilà, nous avons vraiment travaillé en commun. Ce milieu qui était si peu ouvert vers les femmes sur le plan professionnel, coopère avec des femmes. Alors c'est peut-être l'occasion... Bon, d'abord, c'était tous des communistes, il faut dire la vérité. Tous ces ouvriers étaient membres du PC, donc ils n'avaient pas, par rapport aux femmes, le côté extrêmement... oui, réactionnaire, on peut le dire, de la majorité des ouvriers du livre. Eux, ils venaient vraiment de la fraction la plus militante et la plus ouverte du monde du livre. Et c'est ainsi que j'ai pris contact avec eux, et c'est ainsi qu'en effet, ils ont accepté que ce soit deux femmes qui dirigent les unités de valeur dans lesquelles ils s'instruisaient sur l'histoire de leur fédération. Mais finalement, les femmes ont toujours été quand même présentes dans ce milieu, de façon très minoritaire. Elles ont toujours été ouvrières du livre et extrêmement instrumentalisées par les patrons, parce que les patrons les payaient moitié moins que les hommes pour le même travail, mais pour une femme, être payée moitié moins comme tipote, tipote c'est le féminin de typo, moitié moins qu'un homme, c'était déjà énorme. C'était 2 fois plus que ce qu'elle gagnait si elle faisait de la couture à domicile ou bien du repassage debout devant la planche à repasser ou livrer le linge, comme on le voit sur les tableaux de la fin du 19e siècle. Donc, elles gagnaient moins que les hommes, mais elles gagnaient plus qu'elle l'aurait fait autrement. Alors l'attitude de la majorité de la fédération, en particulier de la typographie, du monde des typographes, c'est le métier roi dans la fédération traditionnellement, était qu'on acceptait qu'elle travaille, mais on ne voulait pas qu'elle se syndique. Car si elle se syndiquait, elle faisait pénétrer la trahison à l'intérieur du monde syndical. Quelques-unes sont allées se syndiquer dans les syndicats féminins de Marguerite Durand. Oui, pas beaucoup. Ça n'a pas duré longtemps, hein, parce qu'avec Marguerite Durand... Ça n'a pas duré très longtemps, mais enfin, il y a quelques cas de grève dans l'Est où les femmes vont remplacer les grévistes oui, c'était bien, ce que redoutaient les grévistes et le livre, et l'organisation du livre. Mais il y avait aussi une espèce de méfiance plus profonde à l'égard des femmes. Il y a une formule du syndicat des typographes qui dit « La femme ne saurait être groupée », qui est quand même extraordinaire. Ça veut dire que les femmes sont considérées comme n'étant pas aptes à se syndiquer, à s'organiser, à se défendre collectivement. C'est l'idée que les femmes ne sont pas aptes à une organisation collective. C'était une formule tout à fait extraordinaire. Faut dire, la femme ne saurait être groupée. Est-ce que c'est ce qui a entraîné l'affaire Courriot ? Oui, enfin l'affaire Courriot, c'est en bout de course. Hein. Ça se passe juste à la veille de la Première Guerre mondiale. À ce moment-là, la Fédération du Livre et donc le syndicat des typographes, enfin les typographes qui dirigent la Fédération du Livre, ont voté en 1910 l'ouverture du syndicalisme du livre aux femmes. Et donc de tout le syndicalisme du livre aux femmes. C'est une chose de voter dans un congrès, c'est autre chose de mettre ça en œuvre après. Alors il s'est donc écoulé plusieurs années, et notamment l'affaire Courriot qui éclate en 1913, et qui est le fait d'une tipote de Lyon, que son mari a aidé à se syndiquer, et le syndicat a exclu le mari et la femme. Parce que le mari avait laissé sa femme se syndiquer, même si le congrès précédent avait autoriser la syndicalisation. Il y a des résistances vraiment très très fortes. Hein. Ces débats sont repris au lendemain de la Première Guerre mondiale, au congrès, je crois que c'est à Bordeaux, qui se passe en 1919-1920, et le congrès de Bordeaux répète ce qui avait été dit en 1910, et à partir de ce moment-là, en gros quand même, bon, les femmes vont rentrer. On a affaire à des syndicats puissants. Quelles sont les raisons de cette puissance syndicale ? Le syndicalisme du livre est né des très vieilles sociétés ouvrières. Ce sont des sociétés ouvrières qui remontent à l'implantation d'imprimeries, en fait. Hein. Donc c'est un syndicalisme très très ancien, qui ne prend le nom de syndicat qu'en 1881,
quand se crée donc la Fédération française... La fameuse Philpac qui a fêté son anniversaire par la sortie de son... À ce moment-là, on ne l'appelle pas Philpac, on appelle la Fédération française des travailleurs du livre, et qui adhère immédiatement, elle n'adhère pas à la CGT, puisque la CGT n'existe pas encore en 1881, mais dès que la CGT existe, la Fédération du livre va y adhérer. Et le syndicalisme est son projet. C'est la volonté de se... à partir des sociétés ouvrières. C'est donc un syndicalisme très ancien. Deuxièmement, c'est un syndicalisme qui repose sur... C'est un syndicalisme prestataire de services. L'objectif de beaucoup d'ouvriers du livre, c'est que le syndicat serve à collecter de l'argent qui aide en cas de maladie, en cas de départ à la retraite, en cas de chômage. Et en cas de chômage obligatoire, c'est la grève. La grève, c'est le chômage obligatoire. C'est le chômage que les ouvriers décident eux-mêmes. Et la grève est définie comme un chômage décidé par les ouvriers. Donc, dans toutes ces circonstances-là, il faut avoir l'argent qui permettra de rendre service à l'ensemble des ouvriers. Néanmoins, il y a de violents débats parce qu'il y a beaucoup d'ouvriers du livre qui disaient que le syndicat ne devait avoir pour but que d'encourager la grève. Il devait se limiter donc à l'organisation du travail. Et il faudra une petite vingtaine d'années pour qu'au début du XXe siècle, le syndicalisme du livre récupère toutes les activités de prestation de services qui figuraient autrefois dans les vieilles sociétés ouvrières. Alors, c'est une raison donc tout à fait forte. Que dire d'autre part? C'est un syndicalisme dirigé par des gens très intelligents et très actifs. Hein. Le métier de typographe ou les métiers de correcteur sont des métiers d'hommes cultivés. Et d'hommes cultivés et qui savent se défendre et qui savent trouver autour d'eux les moyens de se défendre, soit en France, soit à l'étranger. Par exemple, en créant un secrétariat typographique international, STI, qui est mis en place en 1893, à partir du grand congrès qui se tient en 1889, dans le cadre duquel est née la deuxième internationale. Alors les typographes se réunissent entre eux, et en 4 ans, ils vont mettre en place un secrétariat typographique international extrêmement utile en cas de grève. Pas seulement utile en cas de grève en France, mais la solidarité des ouvriers du livre fonctionne très largement et très au-delà de l'Europe. Fonctionne aux États-Unis, fonctionne en Amérique latine, etc. C'est un syndicalisme universel, qui se veut universel dès le départ. Qui emploie les mêmes méthodes d'action? Oui. Le label, par exemple, oui. On retrouve ça dans les différents pays. Qui emploie le label, oui. Et qui pratique la grève, qui organise la grève, comme les ouvriers du livre l'organisent. Peut-être expliquer ce qu'est le label, qui est très oublié aujourd'hui. Oui, c'est oublié, oui. C'est une marque syndicale. Le label, c'est la marque syndicale que une imprimerie qui n'emploie que des ouvriers syndiqués acceptent de donner aux journaux ou aux livres qui sortent de l'imprimerie en question. Alors, si c'est un journal, il porte la marque syndicale. Si c'est un livre, il porte la marque syndicale. Pour avoir la marque syndicale, le label, il faut que l'objet en question ait été fabriqué uniquement par des ouvriers syndiqués. Oui. C'est donc rattaché d'une façon extrêmement forte le syndicalisme à la production, le syndicalisme à la solidarité. Ce sont des pratiques qui viennent en partie du compagnonnage. Pendant quelle période cette forme domine? On peut dire que... Le label. Oui, le label. C'est pas central dans le livre, le label. Oui. Hein. Au début du siècle, jusque vers dans les années 1930, oui. Déjà en 1930, ça a déjà beaucoup diminué. C'est pas central. Alors que l'organisation de la grève, c'est central chez les ouvriers du livre. La grève doit être annoncée à l'avance, elle doit expliquer ses raisons. Il faut envoyer un rapport au comité central du livre, qui à partir de 1920 s'appellera comité fédéral, ils avaient annoncé à l'appeler comité central. Bon, elle doit être décrite, on explique pourquoi on fait grève, c'est parce que le patron pour qui on travaille ne respecte pas les accords conclus entre la fédération et le patronat. Donc, un ouvrier dont le patron, ou des ouvriers dont les patrons ne respectent pas les accords, peuvent décider de se mettre en grève, après avoir beaucoup négocié. Il faut négocier d'abord, au bout de la négociation, il y a la grève. Et un ouvrier seul peut se mettre en grève. Il y a des cas, et assez nombreux dans l'histoire du livre, où on voit un ouvrier tout seul, seul syndiqué dans son entreprise, et à qui son patron refuse les conditions, ce qu'on appelle le tarif, c'est-à-dire le mode de paiement et le mode d'organisation du travail qui est prévu par les ouvriers du livre. Alors les ouvriers du livre, ce ne sont pas que les typographes, il y a aussi les relieurs, et ensuite souvent le nom d'Eugène Varlin, qui est un des grands noms du mouvement ouvrier, qui a joué un grand rôle dans l'organisation des relieurs pendant le Second Empire. Oui, évidemment ça n'a pas de rapport avec les typos, parce que c'est les typos fabriques. Hein. Le syndicat des relieurs est un petit syndicat, intelligent, actif, et le nom de Varlin est associé à ce syndicat parce qu'il était ouvrier relieur, mais aussi parce qu'il était un
des fondateurs de l'Internationale, et que pendant la Commune de Paris, c'est celui qui essayera d'intervenir quelques heures avant d'être assassiné par les Versaillais. Il essaye d'intervenir pour obtenir que les otages que la Commune détenait ne soient pas exécutés. Et on l'entend dire à ceux qui vont exécuter les otages, pas toi, tu as été de l'Internationale. J'en profite pour conseiller une excellente lecture, Michel Cordillo, sa biographie de Jeanne Varlin, aux éditions de l'Atelier. Il y en avait une plus ancienne qui était due à Brua, qui était très belle aussi. Oui, Jean Brua. Gaston Allman, un nom aussi important chez les typographes, et même dans tout le courant allemaniste organisé autour de lui, on retrouve un grand nombre de typographes. Mais Allman est un vrai typo, lui, alors, à la différence de Verlin. C'est un vrai typo, c'est un typo communard, c'est un typo qui est déporté, il n'est pas assassiné comme Verlin, il est déporté, et il fait ses 10 années de déportation, enfin ses 9 années de déportation. Il revient en 1880 quand tout le monde rentre. C'est un homme, c'est un énergique, comme on dit dans le livre, voilà, ou comme on dit dans le monde ouvrier parisien. C'est un battant. C'est un extraordinaire organisateur, c'est très différent de Verlin. Verlin était plein de douceur et de bonté. Allman est un battant, je ne peux pas trouver d'autre mot, ce qu'on appelle ça un énergique dans le monde du livre. Et il joue un grand rôle à Paris, notamment à la Bourse du Travail de Paris, où il dirige tout un mouvement à la limite de la Fédération, parce que la Fédération est beaucoup plus modérée que le souhaiterait Verlin, et que le souhaiterait Allman, et finalement, bien, il rentre dans la Fédération, et l'esprit unitaire qui caractérise l'ensemble des ouvriers du livre fonctionnera finalement pour Allman comme pour les autres. C'est un personnage tout à fait étonnant, qui est à l'origine d'un des courants qu'on appelle ouvriériste du socialisme français, qu'on appelle le courant almaniste. C'est aussi un courant très antimilitariste. Les almanistes sont les seuls qui, quand le capitaine Dreyfus a été condamné à la déportation à vie pour trahison, on croyait qu'il était coupable, condamné à déportation à vie, tribunal unanime, tribunal militaire unanime. Et le journal d'Allman écrit, il est certainement innocent puisque c'est un conseil de guerre qui l'a condamné. Autre manière de dire que l'armée ne peut que se tromper. Autre personnage très différent, voilà les vrais antimilitaristes. Autre personnage très différent, Auguste Queffer. Et nous avons un ami commun qui s'appelle Jean-Jacques Eisenman, qui est lui-même un typographe, et qui dit « Mon rêve, ça aurait été d'entendre parler en même temps Queffer et Allman ». Entendre une discussion entre ces deux personnages fondamentaux. Ils sont très loin l'un de l'autre. Donc Queffer a joué un rôle éminent puisqu'il a dirigé pendant 40 ans la Fédération. Allman n'a jamais dirigé la Fédération. Et d'ailleurs, il n'est resté dans l'imprimerie comme salarié que jusqu'en 1890. À partir de 91, Allman quitte le monde du salariat. Il dirige une petite imprimerie coopérative. Mais Queffer, lui, est resté 40 ans. C'est quelqu'un qui venait d'un courant ouvrier, ouvrier intellectuel d'ailleurs, qu'on appelle le positivisme. Et c'est à ce titre, avec cette réputation d'adhésion scientifique qui couvre le positivisme, de volonté de solidarité intense, de méfiance devant les luttes. S'il faut faire grève, on fait grève. Mais on doit vérifier pendant des mois et des mois que ceux qui veulent faire grève ont bien raison de le faire. Profonde méfiance devant les luttes énergiques. Qui l'éloignait énormément d'Allman, lequel rêvait au contraire, surtout après 10 années de déportation, de faire revivre l'atmosphère des grandes luttes dans le syndicalisme parisien. Queffer dirige pendant 40 ans. C'est un partisan passionné du syndicalisme prestataire de services. Il dirige, mais ça ne veut pas dire qu'il fait ce qu'il veut. Dans la Fédération, il y a beaucoup de forces qui sont réticentes devant lui, mais il est là, il est aimé, il est estimé, on ne va quand même pas le renvoyer. Dans le livre, ça ne se fait pas. On verra pendant l'occupation, par exemple, l'extrême difficulté qu'auront les ouvriers du livre à se montrer un peu sévères à l'égard de 2 ou 3 d'entre eux dont les comportements étaient pourtant Le mouvement social vient d'ailleurs de publier un numéro avec un article de Le Chrome, sur la Fédération du livre pendant la période de la guerre. Et on voit très bien que le comportement pendant l'occupation, enfin donc ils sont à Paris, on voit très bien que ce comportement vient des traditions de la Fédération du livre. On ne se dénonce pas entre soi, on maintient la cohésion. On maintient la cohésion. Quand il y a scission, il y avait eu scission puisque la Fédération du livre CGTU était sortie en 1922 de la Fédération Générale. Quand il y a scission, on se dit ça ne va pas durer. Chez les ouvriers du livre, ils étaient sûrs qu'il y aurait réunification. Mais la réunification va de soi. Alors qu'au contraire, début 48, au moment où il y a la scission entre Force ouvrière et au moment où Force ouvrière quitte la CGT, eh bien la Fédération du livre, qui est pourtant
plutôt majoritairement réformiste et qui aurait pu subir cette tentation, reste à l'intérieur de la CGT. Oui, avec sa tête Eni. Comment tu peux nous expliquer ça? C'est exactement ce que je viens de dire. C'est pas du tout au contraire. C'est justement parce qu'ils veulent rester unis qu'ils décident de rester dans la Confédération Générale du Travail. Ils savaient très bien que si la majorité, qui était plutôt favorable à la tendance force ouvrière, mettait en œuvre son projet de scission, il y aurait scission. Et qu'on allait se retrouver devant les processus de scission que les ouvriers du livre avaient connus entre 1922 et 1936, la réunification du 1er janvier 1936. Et ils ne veulent pas connaître ça. Donc ils décident de rester unis dans la CGT. Et finalement, le courant Bergeron, qui était ouvrier du livre lui-même, qui crée la force ouvrière, s'incline. Et l'écrasante majorité des ouvriers du livre, la quasi-totalité des ouvriers du livre, reste dans la CGT, avec un statut de quasi-autonomie, pour dire la vérité. Vous savez, dans les grandes manifestations, les grands appels, les grandes signatures auxquelles participe la Fédération du livre, on voit toujours signature de texte, la CGT et la Fédération du livre, qui en fait partie, mais qui marque ainsi d'une certaine manière, son autonomie. C'est un milieu passionnant. Hein. Je ne sais pas si nous allons pouvoir aller jusqu'aux grandes grèves aussi qui concernent le Parisien en 1976 et tout ça. 75-77, voilà, la grande grève du Parisien. Ce qui est plus récent que vous évoquez dans votre livre, je conseille bien sûr essentiellement de lire le livre de Madeleine Rebériou et pour pouvoir continuer à connaître tout ce que vous avez commencé à amorcer aujourd'hui sur notre plateau. Vous savez qu'à la télévision, on ne peut pas tout raconter malheureusement. Et là, je lance la rubrique courriel avec Amélie. Mais j'ai essayé de prolonger ce que j'avais dit dans ce livre à travers 2 grands articles publiés dans Parcours engagé dans la France contemporaine. Voilà, on va en parler tout de suite après. Bonjour. Alors, le musée d'Orsay organise au printemps une série de manifestations autour de la Commune de Paris. Plusieurs thèmes seront abordés grâce au cinéma, à la peinture, à la photographie. Il y aura aussi des conférences. Donc, il y a le film de Peter Watkins, La Commune de Paris, dont le scénario est construit à partir de documents et de témoignages sur la Commune, qui sera projeté vendredi 24 mars à 20h et samedi 25 et dimanche 26 mars à 12h et 15h. Il y a également 2 expositions qui sont organisées du 14 mars au 11 juin. Courbet-la Commune, tout d'abord, où l'exposition se propose d'étudier le rôle de l'artiste dans l'histoire politique et culturelle de la commune et l'évolution de son œuvre pendant cette période, mais aussi la commune photographiée. Alors, il faut savoir que la commune est le premier grand événement en France à avoir produit autant de photos. Il semble qu'il y ait 1500 vues qui étaient prises entre juin et décembre 1871, donc ça mérite l'exposition mérite d'être vue. Voilà, et puis aujourd'hui même à 18h30, au musée d'Orsay toujours, il y a une conférence sur La ville en ruine, le spectacle photographique de Paris en 1871, avec Alisa Luxemberg, qui est professeure à l'université de Georgie aux États-Unis. Donc vous avez 5 minutes pour rejoindre le musée d'Orsay. Exactement, même pas. Alors Madeleine Rebériou, vous avez été très proche du musée d'Orsay. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de cette initiative sur la commune? Madeleine a même été vice-présidente et une des créatrices. J'ai mis en place le musée pendant 7 ans, donc j'étais assez proche. Et je ne me suis pas éloignée. Parce que beaucoup de collègues s'éloignent ensuite, ils pensent qu'ils ont fait leur temps et puis que ça va. Moi, je ne me suis pas éloignée parce que j'avais créé un service culturel dans le musée et que les initiatives qui sont en œuvre en ce moment ont été prises par le service culturel et par la personne qui la dirige, qui s'appelle Nicole Savy, évidemment en accord avec la direction du musée. C'était très audacieux de monter un spectacle sur la commune, parce que le film de Atkins est d'une part très intéressant, d'autre part très difficile, et extraordinairement engagé, enfin radical à l'extrême. Il parle moins de la commune d'ailleurs que du mouvement de mai 68 ou des années 68-71 et d'une certaine manière de ce qui se passe aujourd'hui dans le vaste monde. C'est un va-et-vient constant entre ce qui s'est passé sous la commune et ce qui se passe aujourd'hui. Voilà, ça fonctionne comme ça. Mais c'est un film difficile. Il faudra pouvoir le commenter. J'espère qu'on arrivera à monter une séance de débat, parce que le film va être ensuite diffusé auprès des établissements scolaires en vidéocassette. Et il est très difficile à comprendre, à interpréter s'il n'y a pas de discussion. Il faut vraiment monter un débat. Le film est magnifique, c'est un film passionnant. Difficile. Plus difficile parce que son engagement extrême risque de faire apparaître le musée comme étant tout à fait du côté alors de la Révolution. Ce qui ne plaît pas toujours au monde du musée. Mais ce qui ne vous dérange pas trop? Moi, ça ne me dérange pas du tout. Moi, j'en étais extrêmement contente. Je trouvais que c'était une excellente initiative. Et si la commune a produit beaucoup de photos, elle a produit très peu de tableaux, au contraire.
En revanche, très peu de tableaux. Et les 2 ou 3 tableaux, y compris ceux de Courbet, sont peints une fois la commune terminée. Il y a très peu d'œuvres pendant la commune elle-même. Pendant son emprisonnement, il en a peint quelques-unes. Oui. Et puis, il y a un portrait de lui, un autoportrait absolument sublime qui est à Ornans et qu'on voit dans l'exposition. Allez le voir, ne ferait-ce que pour cet autoportrait de Courbet. Ouais. Et puis il y a aussi toutes ces truites énormes, ces animaux ces poissons hideux, là, en train de mourir. Ah mais non, mais en train de mourir. Hein, tendus par les crochets qui disent bien la douleur, la souffrance, ce qu'on exprime, ce qu'on éprouve quand on a été dirigeant communard et quand on a vu massacrer ses frères. D'accord. Ça s'appelle comme ça. Alors, on voulait aussi parler de Libération aujourd'hui. Michel Perrault publie un article sur les œuvres de Jaurès. Une fois encore, vous êtes associé à cette publication. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces œuvres? Mais il y a 30 ans qu'on y travaille. C'est beaucoup. C'est 18 volumes. C'est la maison d'édition Fayard qui a accepté finalement de prendre en charge ce beau projet, avec un soutien du Centre national du livre. C'est 18 volumes au rythme de 2 volumes par an. Ça représente un choix extrêmement sévère dans l'œuvre de Jaurès, qui au total, ça serait 70 à 80 volumes. Donc on a opéré des choix tout à fait drastiques. Donc c'est un choix, en principe, l'ordre de parution des œuvres est chronologique, sauf que les 2 volumes qui sortent maintenant ne sont pas chronologiques. Et nous avons choisi pour commencer un volume qui évoque la philosophie de Jaurès, un volume qui évoque Jaurès critique littéraire, c'est-à-dire 2 domaines peu connus d'un grand homme politique et social, et dont l'œuvre politique et sociale, et même l'œuvre comme historien, c'est le plus grand historien de la Révolution française, a plus de célébrité que son œuvre comme critique littéraire ou comme philosophe. On a commencé par là, de façon à taper sur la table, en disant voilà, Jaurès, ce n'est pas ce que vous croyez. Après ça, 2 volumes par an. Ça nous conduit loin, ça, 2 volumes par an. En 2008, oui. 2008, oui, j'espère que je serai vivante encore. Et entre-temps, Madeleine Robériou aura beaucoup parlé de Jaurès, puisqu'elle ira en parler à Lyon, dans le cadre d'initiatives qui est organisée avec nos amis. Je vais à Toulon la fin de semaine, Marseille après. Et puis, il y a tous les parcours... tout ce qui est organisé par le musée Jaurès de Castres, qui sont les parcours Jaurès. Oui. Oui, ça prend quelle forme? Alain Boscuse a mis il y a plusieurs choses. Il y a d'une part ce qu'on appelle la route Jaurès, qui a été inaugurée il y a une semaine, qui a permis de récolter un peu d'argent pour diffuser les expositions consacrées à Jaurès et les textes produits par le musée ou soutenus par le musée, notamment donc les œuvres, dans des lieux où il n'y a pas de force systématique, en somme, pour monter des réunions de ce genre, ou des rassemblements de ce genre. Donc, l'objectif de la route Jaurès, c'est de rendre tout cela possible. C'est aussi de faire connaître la France du temps de Jaurès, les communes dans lesquelles il est allé parler. C'était un orateur tout à fait extraordinaire. Il a beaucoup parlé dans la région parisienne, il a surtout parlé dans le sud-ouest, puisqu'il était député de Carmaux, une petite ville minière du sud du Massif central. Mais il a passé dans un très très grand nombre de villes, pratiquement toute la France. Et donc la route Jaurès, c'est toute la France de Jaurès. Alors, je recommande tous les ouvrages que vous avez écrits sur Jaurès. C'est bien, vous avez raison. Alors, Amélie, peut-être encore une information? Juste une dernière chose pour ceux qui s'intéressent vraiment au monde des ouvriers du livre. Il y a une exposition qui s'est tenue à Bobigny en janvier 2000 sur la ville et son patrimoine. Et on pouvait voir 5 machines d'imprimerie. Et en fait, pour ceux que ça intéresse véritablement, il y en a 2 qui sont encore là-bas dans le grand hall de l'IUT de Bobigny. Donc, on vous conseille d'aller les voir. Voilà. Alors, la prochaine émission, Claude Pentier, s'appellera Les Féministes. Nous inviterons Sylvie Chaperon pour son ouvrage Les années Beauvoir. Est-ce qu'il y a un mot à dire sur Sylvie Chaperon? Sylvie Chaperon vient de publier un livre qui, je suis sûr, va rencontrer un certain succès parce qu'il touche une période où le féminisme est à la fois au plus bas, mais où les idées renaissent. Alors les idées renaissent au travers de toute une série de débats dans les associations, au travers d'une œuvre intellectuelle qui est celle de Simone de Beauvoir. Et je crois que ça va être un moment de redécouverte de femmes et féminisme de 1945 jusqu'en 1968. Madeleine Robériou, est-ce que vous regarderez cette émission sur les féministes? Je connais très bien Sylvie Chaperon, je suis allé parler avec elle 3 fois sur les femmes à Toulouse, donc je ne suis pas sûr que je regarderai. Parce que je ne peux rien promettre. Je connais très bien Sylvie, je sais tout ce qu'elle fait, et son livre a déjà 3 ans, je le connais par cœur. Bon, alors, sa thèse a 3 ans, le livre vient de sortir. Alors on vous remercie d'avoir répondu à notre invitation. Merci aussi à Noémie, à Françoise, à toute l'équipe de Canal Web, à Claude Pentier bien sûr, et à Amélie Brun. Amis internautes, ciao ciao, à bientôt.